Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico de la chaîne Bushi Studio. Vous savez, parfois il y a des sagas de films complètes qui explosent sans qu'on en entende parler. Ou alors, si on en entend parler, c'est toujours de loin, un petit bruit vague. Et dans le fond, on se dit que jamais on va regarder ces films-là. Et puis un jour, vous rencontrez quelqu'un. Vous commencez à passer du temps avec, puis vous tombez amoureux. Et plus le temps passe, plus vous partagez des choses avec cette personne. Vous partagez vos passions, vos doutes, vos plaisirs. Et petit à petit, vous partagez même votre quotidien. Et c'est ce qui m'arrive. Ce qui fait que tous les soirs, avec ma copine, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va regarder. Et même si on se débrouille pour que ça soit toujours équitable, il y a quelques semaines, ma copine est tombée malade. Alors ne vous en faites pas, elle s'en est remise depuis le temps. Mais je lui proposais pendant une semaine complète, uniquement pour lui faire plaisir, elle pouvait choisir les films qu'on allait regarder. Oh Seigneur, grand prince. Oh, à la classe. Alors elle a proposé, dans un premier temps, de regarder tous les 50 nuances de Grey. Et j'ai dit non, faut pas abuser. Alors comme elle était mal en point, elle a choisi quelque chose qui lui faisait plaisir, un peu sa Madeleine de Proust. Et c'est donc dans ce contexte qu'on s'est fait le marathon Descendants. Et j'étais content de découvrir ces films pour deux raisons. Déjà la première, ça faisait longtemps que j'en entendais parler, mais souvent en négatif. Je voulais vérifier ce que ça donnait en vrai. Et aussi parce que les trois premiers films ont été réalisés par Kenny Ortega. Et au moment où on a regardé ces films avec ma copine, j'étais en plein montage de l'épisode spécial Halloween sur Hocus Pocus. Forcément, j'avais envie de rester encore un petit peu dans son univers et voir un petit peu ce qu'il pouvait proposer d'autre. Et forcément, des films mettant en avant des enfants de méchants, alors que moi je l'ai découvert avec son film où il met en avant trois méchantes, voilà, ma curiosité a été piquée. Depuis tout à l'heure, je parle de Descendants, mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être que parmi vous, il y en a 2-3 qui ne connaissent pas. Descendants, c'est une série de téléfilms diffusés à l'origine sur Disney Channel, mais le quatrième film, donc le dernier pendant que je vous parle, a été diffusé directement sur Disney+. C'est une série qui est toujours en cours, on nous a annoncé un 5e film, et c'est aussi un univers qui s'est décliné sur différents supports. Il y a eu des courts-métrages, des web-séries, des séries courtes, et il y a même eu des romans. Cette saga, elle est sortie il y a 11 ans quand même. Et pourtant, il y a toujours de l'actualité autour de Descendants. Alors ici, on va surtout parler des 4 films et de quelques courts-métrages. Je vais surtout m'intéresser à ce qui est disponible sur Disney+. Mais en fin de vidéo, je vais un petit peu gratter, parler de plus de choses autour de Descendants sans forcément donner de notes. On ne se rend pas compte à quel point cette série est célèbre et puissante. Pour vous donner un ordre d'idée, allez sur la chaîne musicale officielle de Disney. Si vous faites le top 20 des titres les plus populaires sur cette chaîne YouTube, qui est vraiment la chaîne officielle où ils postent toute leur musique, hein. Même les OST, tout. 5 morceaux de Descendants arrivent à se hisser dans le top 20. C'est un quart. Bon, alors c'est un peu compliqué parce qu'on parle vraiment d'une chaîne YouTube, il y a différentes manières d'écouter de la musique bien sûr. On parle aussi d'un phénomène de mode, etc. Il y a des gens qui sont fans, très fans, qui vont écouter plusieurs fois, donc c'est un peu compliqué, mais c'est quand même un chiffre fort, hein. Libéré, délivré arrive à la 19e place. Il y a 4 musiques de Descendants qui font mieux que Libéré, délivré. Bon, Libéré, délivré, ça a été un succès tellement énorme que ça a été reposté sur 40 000 chaînes, donc là encore, c'est des chiffres flous. Mais ça aide quand même à se faire une petite idée du bousin, quoi, c'est pas n'importe quoi. Cette saga raconte l'histoire du royaume d'Oradon, un monde où il fait bon vivre, où tous les personnages Disney ont grandi et ont pu avoir leurs propres enfants. Et comment ils ont réussi ça? Et le roi d'Oradon, qui est la bête de La Belle et la Bête, a foutu tous les méchants Disney et les a réunis sur l'île de l'oubli. Tout ça verrouillé par un sort, personne ne sortira d'ici. Si bien que même les méchants de Disney ont eu leurs propres enfants. Ah, ça va baiser là. Ah, ça va baiser dur là. Dans cette série, nous allons suivre 4 enfants de méchants Disney qui vont vivre à Oradon. Et donc, vont-ils pouvoir coexister, tout ça. Et ce projet, c'était vraiment un gros projet marketing pour Disney. Ils ont misé gros là-dessus. Avant la sortie du premier film sur Disney Channel, ils nous avaient diffusé sur leur site officiel la série Descendants School of Secrets, histoire de promouvoir le téléfilm. Dès sa sortie, il y avait déjà une gamme de jouets et une mini-série pour promouvoir la gamme de jouets. C'est Descendants Wicked World, ou Génération Méchant en français. Et on sent que c'est vraiment leur gros projet, il a vraiment été étudié pour marcher. Le téléfilm sort après la grosse explosion de Once Upon a Time, qui est une série qui revisite les contes, avec la fameuse saison 4 qui est sortie un an avant Descendants, où tu as la Reine des Neiges. C'est même pas une autre version du personnage, c'est vraiment la Reine des Neiges, elle est là quoi. Et comme dit tout à l'heure, elle est réalisée par Kenny Ortega, qui sortait de 3 films High School Musical. Donc c'est pour ça que j'ai toujours vu Descendants comme étant une sorte de fusion bizarre entre Once Upon a Time et High School Musical. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, je pense que c'est le moment de les classer. La tier list commence enfin.
Dans le royaume enchanté d'Oradon, le prince Ben, fils de la reine et du roi de ce domaine, la Belle et la Bête, se prépare à monter sur le trône. Sa première décision officielle, permettre aux enfants de l'île de l'oubli, où viennent les méchants les plus redoutables de Disney, de revenir habiter à Oradon. Mal, la fille de Maléfique, Evie, la fille de la méchante reine, Carlos, le fils de Cruella d'Enfer, et Jay, le fils de Jafar, vont franchir la frontière de leur île prison pour la première fois de leur vie. Est-ce qu'ils suivront les traces de leurs parents maléfiques, ou est-ce qu'ils choisiront le bien pour sauver le royaume? Je lui donne un B. Le film est assez feel-good, il se laisse regarder. Bon, par contre, il faut bien se rentrer dans le crâne que c'est un téléfilm Disney. On n'est pas là pour le bon goût, on n'est pas là pour un chef-d'œuvre. Le film est un peu balourd, mais c'est ce qu'on cherche un petit peu. Que ça soit un petit peu bête et méchant, pardonnez-moi du jeu de mots, mais que ce soit agréable à regarder. Il y a cependant plein de petits trucs à raconter, que ce soit intéressant ou non. J'aime bien le quatuor de base. J'aime bien les acteurs, ils ont des bonnes têtes, ils se donnent à fond. Les personnages sont caricaturaux, mais ils sont quand même agréables à voir. J'aime bien les personnages, même s'il y a un véritable déséquilibre entre eux. Je pensais que chaque personnage allait avoir son petit arc et être plus ou moins intéressant, mais là, c'est pas ça. Il y a Mal, qui est vraiment au-dessus du lot. Pas très loin derrière, il y a Evie. Et alors loin derrière, il y a Jay. Et encore loin, il y a Carlos. C'est même drôle à quel point tout le monde s'en fout de Carlos. Son arc à lui, il est réglé en 2 secondes. Depuis qu'il est tout petit, il a peur des chiens parce que sa mère, Cruella d'Enfer, lui a dit que les chiens étaient les pires créatures que tu peux rencontrer, quoi. C'est les pires créatures de l'univers. Il dit qu'il a peur des chiens. On lui présente un chien qui s'appelle Camarade. Le chien est gentil, du coup, il aime bien les chiens maintenant. Et il passe sa vie avec son chien. Genre vraiment, le truc est ridicule et réglé en 2 secondes. Mais c'est ce qui fait partie un petit peu du charme de la série, c'est que c'est mal écrit, mais c'est un peu fun, quoi. Il y a une scène qui me fait beaucoup marrer, c'est Chad, le fils de Cendrillon, qui accuse les enfants de l'île de l'oubli de ne pas être à leur place. Et il va remettre à sa place chacun d'entre eux. Ouais, toi t'es trop violent, toi t'es trop comme ci, toi t'es trop comme ça. Et il ne dit rien sur Carlos. À quel point tout le monde s'en tape de ce pauvre gars. Mais les autres personnages sont sympathiques, ils ont chacun et chacune leur petit arc. Et oui, le personnage le plus important, c'est celle de Mal, qui est vraiment une copie conforme de sa mère. Et on pourrait critiquer ça et dire, oh bah quand même, sa mère s'appelle Maléfique, elle s'appelle Mal. D'ailleurs, tous les personnages ont des noms débiles. Carlos pour Cruella, Jay pour Jafar, Audrey pour Aurore. Enfin bref, on va pas rester là-dessus. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est destiné à suivre nos parents ou est-ce qu'on peut faire notre propre route? Est-ce qu'on est essentiellement dans notre cœur méchant ou est-ce qu'on peut prendre une autre trajectoire? C'est un thème qui est légèrement appuyé dans ce film, mais qu'on reverra au fil des épisodes. On sent qu'il y a eu énormément de travail sur les designs, tous les costumes, toutes les coiffures, tous les maquillages, tout a été soigneusement étudié pour être le plus edgy et cool possible. C'est un peu adolescent certes, mais c'est quand même un peu cool quoi. Il y a un passage qui m'a fait mourir de rire dans le film. Pendant très longtemps, c'était difficile de représenter le jeu vidéo dans le cinéma, tout simplement parce que les réalisateurs, les producteurs, etc., n'y connaissaient pas grand chose. C'est vraiment au début des années 80 qu'on va commencer à amener les jeux vidéo dans les films. Pense à Wargames, les différentes adaptations de jeux vidéo, ou même des séquences toutes bêtes, comme dans Retour vers le futur, Futurama, des trucs comme ça. Et souvent on nous montre des jeux qui sont à côté de la plaque. Bah oui, parce que le réalisateur lui-même il joue pas aux jeux vidéo. C'est cette fameuse époque où tous les enfants cliquaient comme des bourrins dans leur manette alors qu'il y avait 2 touches. Pendant des années c'était ça, et à l'arrivée des années, on va dire 2010, tout ça a commencé à changer. Tout simplement parce que les jeunes réalisateurs avaient grandi avec les jeux vidéo. Et c'est même un plaisir de créatif de se dire, tiens, à quel jeu vidéo mon personnage pourrait jouer? Et essayer de créer une petite séquence comme ça avec un jeu qui pourrait être crédible. Et bah là, dans Descendant premier du nom, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Alors, je sais pas par quoi commencer, honnêtement. Déjà, on voit Carlos faire du motion gaming. Rappelle que ce film est sorti en 2015, que le PlayStation Move et la Wii U sont sortis en 2013, et que la Wii est sortie en fin 2006. 2015, le motion gaming, c'était bien mort. Ça se voit que l'acteur est face à un écran vert, parce que de toute façon ça se fait beaucoup, pour éviter de voir les reflets de l'écran à la caméra. Mais ça se voit surtout que l'acteur a reçu aucune consigne, parce que ce qu'il fait n'a rien à voir avec le jeu vidéo qu'il nous montre. D'ailleurs, ces manettes, c'est juste des bâtons, il n'y a pas de boutons. Trop bizarre, le jeu vidéo a l'air pas crédible du tout et surtout ultra moche, mais le détail qui tue vraiment le pire truc, c'est que le jeu vidéo qui nous est présenté est une vidéo de quelques secondes qui se joue en boucle. Donc non seulement l'acteur fait n'importe quoi, mais nous, on le voit que c'est les mêmes séquences en boucle. Vraiment, c'est le pire du pire, c'est un bijou de n'importe quoi,
Kenny Ortega ne sait pas ce qu'il fait. Je trouve qu'il filme un peu avec le frein. Alors attention, les chorégraphies, c'est fou. Le mec est vraiment très fort là-dedans. Les chorégraphies, c'est dingue. Il y a plein d'idées un petit peu partout. Il s'amuse avec plein d'éléments, les décors et tout. Enfin bref, là-dessus, il n'y a rien à dire. Le gars est trop fort. C'est pour ça qu'on l'a appelé 6 fois pour faire des téléfilms Disney où ça danse. C'est que le gars est balèze. C'est pour ça que Michael Jackson l'a appelé pour chorégraphier This Is It. Le gars est trop fort, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un peu déçu par les musiques en elles-mêmes, mais quand ça danse quoi, voilà. Mais le style cinématographique de Kenny Ortega, on le sent moins. On sent qu'il y a un amour pour les méchants, voilà, il vient d'Hocus Pocus, c'est un peu normal. D'ailleurs, il y a une apparition de Katina Jimmy que j'ai pas reconnue tout de suite. Alors attendez, petit point sur les acteurs des méchants, je parle des parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Katina Jimmy dans la méchante reine, qu'est-ce qui s'est passé? Jafar, il a même pas le costume, c'est-à-dire ils ont pris un gars dans la rue et lui ont dit: tu veux faire Jafar, tu ressembles vite fait à Jafar, oui quoi, pardon quoi? Et ils l'ont filmé, voilà, à son insu, on sait même pas, même lui il sait pas pourquoi il est là, le pauvre. C'est kitsch et ridicule, mais moi ça me fait rire. Mais il y a un moment où ça m'a fait tiquer, je me suis dit là, il filme vraiment avec le frein. Il y a un personnage qui reçoit un sortilège qui est censé le faire dormir, et il dort comme ça. Alors que dans Hocus Pocus, on est tous d'accord que le mec serait tombé comme une masse par terre. Et c'est là tu sens que il a peut-être pas la main sur tout. Mais en même temps, peut-être que c'est son style qui a évolué, peut-être qu'il en revient de Hocus Pocus, tout ça, il veut faire autre chose. J'en sais rien, mais voilà, c'est un truc qui m'a fait un peu tiquer en regardant le film. Donc il s'en sort avec un B, c'est-à-dire j'ai passé un bon moment, mais... qu'est-ce que... Je veux quand même pas donner un A, je garde le A pour quelqu'un d'autre. Les musiques, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais... je les trouve datées et très génériques. Par exemple, la musique d'intro, c'est Rotten to the Core, et ils se sont dit chez Disney, dans l'équipe marketing, ouais, on va faire de la musique de jeunes, qui plaît aux jeunes, parce que c'est des jeunes rebelles et tout. Ils ont fait un espèce de truc électro, cheap, basique, qui est daté de genre 3 à 5 ans. Ce genre de sonorité en 2015... on en était déjà revenu. D'ailleurs, je préfère 1000 fois la version de Sophia Carson, qui est sortie dans un autre contexte. Déjà, le clip, il tabasse, mais en plus, voilà, ça y va mollo sur le côté électro. C'est pas que j'aime pas l'électro, c'est que c'est un genre musical qui évolue très vite. Les sonorités s'affinent très vite. Et en fait, si t'as 2-3 ans de retard, bah voilà, tu sens daté, tu sens has-been tout de suite, quoi. Et les autres morceaux tapent dans un registre peut-être qui a fait plus ses preuves. Genre, on a un peu de funk, tout ça, mais ça reste très basique. Oui, il me manque peut-être une idée, un truc ou quelque chose pour que ça soit un peu plus fun et original. Moi, personnellement, je n'en peux plus des chansons où on découpe les mots. Oh là là, mon amour pour toi est ridicule. R-I-D-I-C-U-L-E. Oh, c'est chiant. Il y a une autre chanson. W-I-C-K-E-D. Oh, c'est chiant. C'est chiant. On a une chanson un petit peu cabaret, diva et tout, mais pareil, on a vu ça 1000 fois dans d'autres films en mieux fait, donc je suis pas un hater, si vous voulez, de cette bande-son. Ces musiques, elles sont pas mal réalisées, c'est Disney quand même. Mais eux qui voulaient taper fort chez les jeunes et faire un truc, waouh, que tout le monde peut écouter et tout, je trouve que, d'une part, c'est peut-être un peu un échec, c'est sorti déjà un peu has-been, mais en même temps, c'est des centaines de millions de vues sur Internet. Qui je suis, moi, pour donner mon avis, critiquer, machin, qui je suis, moi, je suis personne. Allez, on passe à la suite. Le film est assez feel-good. La suite, c'est Descendants Génération Méchant, qui est une série courte diffusée sur Disney Channel pour promouvoir les figurines. Bon, alors ça, c'était pas dit clairement, mais quand on voit les designs, on ne peut pas penser à autre chose que, tiens, on dirait des poupées. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette série? Bah déjà, il y a 2 saisons. La première est catastrophique, j'ai failli abandonner. La saison 2 est ok, mais elle se fout un peu de notre tronche. 2 épisodes de la saison 2 sont en réalité des clips de chansons d'épisodes précédents. Donc ça veut dire que si t'es comme moi et que t'as enchaîné tous les épisodes, t'as écouté 2 fois de suite les mêmes musiques. Voilà, c'est des épisodes de 2 minutes. Au début, ça m'avait un peu intrigué parce qu'il y avait des petits éléments qui revenaient, il y avait un petit peu de storytelling. Je me suis dit, ah, ok, il y a un fil rouge. Et petit à petit, ça va développer l'histoire et on va avoir un vrai truc. Et bah, spoiler, non. Oui, effectivement, il y a des épisodes qui suivent, mais il se passe rien. On utilise un méchant qui apparaîtra dans la saison 2, qui fait quasiment rien dans la saison 2. On a des chansons,
qui m'ont moins plu que dans le premier film. Donc c'est dire, c'est des épisodes à sketch. Aucun sketch n'est drôle. Je le dis, je le répète, aucun sketch n'est drôle. Au final, la saison 1, c'est une histoire nulle, qui est décousue, qui est pas drôle, et qui en plus est pas très jolie. Encore une fois, Carlos ne se fait pas respecter parce que regardez son personnage, on dirait vraiment le gars on dirait vraiment le gars de Megamind. Je sais pas si vous avez la vision, si c'est que moi, mais je peux pas voir autre chose. La saison 2 est un petit peu plus ok parce qu'il y a un vrai méchant et on a une intrigue construite petit à petit, etc. etc. Mais voilà, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Il y a aussi des soucis de cohérence, que ce soit avec le premier film ou ceux qui sont sortis après, et ce qui est un peu dommage parce que ça c'est un truc qui me fait halluciner chez Disney. Ils ont des gros projets marketing. Dès le premier film, ils te teasent qu'il y aura d'autres films. Vous ne pensiez quand même pas que l'histoire s'arrêtait là? Si? Pourtant, ils engagent jamais une personne pour écrire une bible pour ce genre de saga, c'est-à-dire au moins une trame de base que tous les épisodes vont suivre. Un truc pour conserver la cohérence. Ils ont fait la même chose avec Star Wars. Ils ont viré le gars qui était censé écrire la trame de base de ta saga la plus célèbre. Pour le 7, 8, 9, ils ont navigué à vue. Et donc du coup, il y a des gros problèmes de cohérence, notamment dans ce film, on te présente Hadès avec un autre visage que la version définitive dans le troisième film. Il y a d'autres éléments par rapport à Hadès que je ne vais pas vous spoiler. On nous présente la fille de Facilier qui n'est pas la fille de Facilier que l'on voit dans le troisième film. On nous présente la fille du génie qu'on ne verra dans aucun autre contexte, à part juste un clip vite fait. Il y a un clip qui est sorti, c'est un peu comme la chanson Rotten to the Core avec la chanteuse Davy. En gros, on fait des clips pour promouvoir des séries qui vont promouvoir des jouets. C'est Disney quoi. On nous présente aussi la fille d'Alice qu'on reverra pas, il y a d'autres personnages comme ça, vraiment, c'est pas... Il y a un truc qui m'énerve. T'as le personnage du fils d'Yzma qui fait une lueur bleue, et t'as un autre personnage qui dit « C'est quoi cette lueur verdâtre ?» Ça m'énerve. Qui c'est cette grande silhouette verdâtre devant le mur? Voilà, vous avez compris, cette série c'est un bon gros dé, j'ai détesté, j'ai pas compris dans quel contexte ils ont diffusé ça. Est-ce que c'est un petit peu comme Kaamelott ou Caméra Café, genre un peu avant le film du soir ils mettaient ça? C'est pas un cadeau, voilà, c'était pas bien. Avec l'aide de ses amis, Mal est devenue une parfaite princesse au royaume d'Oradon. Charmante, élégante, polie, bien élevée. Au prochain bal, elle sera bientôt sacrée officiellement princesse d'Oradon. Pourtant, tout n'est pas rose pour la fille de Maléfique, qui ne se sent pas à sa place ni prête à assumer ce rôle. Décidée à découvrir sa véritable personnalité, Mal choisit de retourner sur l'île de l'oubli. Elle s'aperçoit que désormais c'est Uma, la fille d'Ursula, qui règne sur l'île et ses habitants. Une terrible rivalité va démarrer entre les deux jeunes femmes. Et bah lui, je lui ai donné un C. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à la cohérence générale des films, c'est là où on va ressentir les plus gros problèmes. Pour une raison simple, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais à la fin du premier film, les enfants des méchants leur désobéissent. Suite à un sortilège, Maléfique se retrouve transformé en lézard, et tous les personnages ont peur des répercussions auprès de leurs parents. Ôtez-moi d'un doute. Vous croyez qu'on n'a pas à s'en faire pour la colère cataclysmique que vont faire nos parents? Dans ce film-là, on s'attendait peut-être à une confrontation avec les parents, et bah pas du tout. Ils naviguent à vue, genre il y a personne pour dire bah on a démarré quelque chose, faut le finir, et je vous spoil, on n'aura jamais la conclusion de ce scénario qu'avait pourtant l'air majeur. Ta mère s'est piégée elle-même, elle a rapetissé la taille de l'amour qu'il y a dans son cœur. C'est pour ça qu'elle est devenue toute rikiki. Elle sera comme ça pour toujours et à jamais? Eh bien, pour toujours, c'est long. Toi, tu as appris à aimer. Pourquoi pas elle aussi? Les parents ne vont jamais se venger et les parents ne vont jamais revoir leurs enfants. Le film, je l'ai trouvé particulièrement chiant et long. La faute a un focus sur des sous-intrigues nulles. Carlos qui veut sortir avec une fille, mais oh, ce genre de truc on l'a vu 1000 fois, par pitié. L'histoire de Jay et la fille de Mulan, que j'ai complètement oublié le nom, pour qu'elle puisse rentrer dans l'équipe, mais non, parce que c'est une fille et elle peut pas être capitaine et machin et nanani nanana. On sait très bien où ça va aller. Et Uma fait tout pour essayer de sauver le film, vraiment. Elle fait tout, et d'ailleurs c'est un personnage assez apprécié dans la communauté, elle a sa musique qui est un peu cool et machin.
Malheureusement, elle a des intentions pas claires et nulles. On ressent qu'il y a une sorte de ressentiment d'Uma envers les 4 personnages principaux parce que elle était moins méchante qu'eux. Pourtant, elle n'a pas été sélectionnée pour aller à Auradon. Et du coup, ce qu'on comprend avec sa relation avec Ben, c'est pourquoi eux, qui étaient vraiment des pourritures, pourquoi pas moi, qui d'un côté n'étaient pas de leur niveau côté méchant, mais qui du coup étaient peut-être un peu plus gentils, ou peut-être que j'aurais mérité ma place là-bas. Ça, c'est ce qu'on comprend un petit peu, mais c'est pas assez appuyé, et j'ai l'impression que c'est pas très clair pour le film non plus, qui se concentre sur des dialogues un peu nuls, en mode « Oh, je suis jalouse, maintenant c'est mon territoire, c'est moi qui décide. Ah, mais même maintenant que je suis gentille, je suis toujours plus forte que toi, ah. » En réalité, je trouve que c'est un chouïa puéril dans le traitement, même si le fond est ok et aurait mérité peut-être de meilleurs dialogues ou de meilleures scènes. On s'attendait à une revanche cataclysmique avec les pires méchants de Disney, et au final on se retrouve avec des petites histoires de jalousie, Carlos qui a peur de danser avec Jane et un chien qui parle. Oui, il y a un chat qui parle dans le film. Pour revenir sur les chansons dans cet opus, ça s'arrange un petit peu plus. Il y a des chansons que j'aime bien, que je réécoute un petit peu. Si musicalement on devait trouver un nom à ce genre musical, je pense qu'on appellerait ça le Disney Parade Core, parce que vraiment, si vous avez déjà vu une parade à Disneyland, c'est exactement ce genre de musique, quoi. Et on est gentil, et on est tous ensemble, et on est plus fort que le mal, c'est vraiment Disneyland Paris. Pour revenir à la réalisation de Kenny Ortega, on sent qu'il s'ennuie à mourir. Il n'y a pas grand chose à becqueter, le scénario ne l'aide pas, mais il aurait pu essayer quand même de trouver des éléments un peu plus loufoques, comme il aime bien, des trucs un peu drôles pour animer l'ensemble. Là, il est un peu en pilote automatique. C'est son côté un peu yes man. Pourtant, dans les chorés, il s'amuse vraiment. Tous les chorégraphes adorent l'eau. C'est très esthétique de voir des danseurs avec de l'eau et faire des gouttes un petit peu partout, des mouvements qui vont déplacer l'eau et tout. Et du coup, il a profité que Uma soit la fille d'Ursula pour inonder un bateau, et donc les gens vont danser sur le bateau à la fin pour célébrer, parce que voilà, parade Disney et tout, faut célébrer, et ils dansent avec l'eau, et ça éclabousse partout, et c'est très esthétique. Il s'est amusé sur cette partie-là. Sur la partie pirate aussi, il y a une petite partie qui se passe avec des pirates, il s'est amusé, même si je suis un peu moins fan, faut avouer que, esthétiquement, il se passe quelque chose. Ça danse, ça chante, il y a des costumes de fou, voilà. Cette séquence aussi est très bien. Mais alors par contre, niveau réalisation, on sent qu'on est sur Disney Channel. Je vous jure que j'ai failli pleurer de rire, d'accord? J'ai beaucoup rigolé avec cette séquence. Au bout d'un moment, Uma saute dans l'eau et elle fait comme sa mère et devient géante avec des tentacules et machin, bref, c'est le bordel. Sauf que ça coûte hyper cher ce genre de séquence. Il faut que la comédienne soit constamment trempée, donc ça demande toute une organisation et tout autour de ça. Et les personnes qui vont s'occuper de faire les effets spéciaux, ils vont devoir gérer tous les mouvements de l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Uma bouge, il faut des remous, des mouvements, etc. etc. Et c'est hyper chiant. Et c'est hyper long, et du coup ça coûte hyper cher. Et donc t'as Kenny Ortega qui a dit à l'actrice dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, je vous affiche le nom. S'il te plaît, tu peux faire la poule. Ouais, ok, voilà, mets tes bras comme ça, tu peux faire la poule, voilà. Et bah c'est comme ça que tu vas faire la méchante Uma, d'accord? Tu gardes les bras bien haut, il faut pas que ça aille en dessous de tes hanches, d'accord? Et du coup il y a ces séquences ridicules où la pauvre actrice, elle sait pas quoi faire de ses mains. Du coup, elle fait des petits mouvements ridicules. On dirait un vieux RPG. On dirait un vieil épisode de Final Fantasy avec les personnages qui font du surplace. C'est ridicule. Je vous jure, avec de la musique, ça passe. La séquence, elle est ridicule et à la fin, elle revient pour dire « Ouais, il y aura un épisode 3 et tout. » Franchement, faut le voir pour le croire. Descendant sous l'océan, c'est un court-métrage / clip de chanson pas clair. Ce court-métrage, il se passe entre le 2 et le 3 et on a du mal à imbriquer le tout. C'est quand même beaucoup pour justifier un changement de coupe de cheveux. Bon bah, je lui donne un D. Voilà, c'était pas fou. Au royaume idyllique d'Auradon, Mal, Evie, Carlos et Jay viennent de terminer l'année scolaire. Ils aident Ben à emmener d'autres enfants de leur île natale pour les envoyer à Auradon et ainsi pouvoir aspirer à une vie de justice et de paix. Malheureusement, le dieu Hadès, voyant une brèche s'ouvrir, essaie de quitter l'île infernale. Sa tentative est un échec, mais ça a créé suffisamment d'instabilité politique pour que le royaume décide d'arrêter l'arrivée des nouveaux enfants. La chose la plus cruelle là-dedans, c'est que c'est Mal,
elle-même qui prend la décision finale, fermer toutes les frontières. Je crois qu'on doit fermer la barrière magique. Pour toujours. Pendant ce temps, Audrey, l'ex de Ben, va mettre en place sa terrible vengeance. J'ai l'impression qu'ils aiment ça dans Descendants, c'est-à-dire faire une grosse intrigue et à côté des petites histoires de jalousie. Mais là, j'avoue, c'est un peu mieux dosé. Ce film, je vous le dis tout de suite, je lui donne un A. On a bien bouffé devant ce film. Déjà, le film joue pas mal avec son concept. Tu vas avoir des personnages comme Mal qui ont été méchantes et qui sont devenues gentilles. Et il va y avoir une espèce d'effet miroir avec Audrey qui, elle, était gentille. Et depuis que Ben l'a quittée pour aller rejoindre Mal, a commencé à vriller. Et du coup, tu as une gentille qui devient méchante. Bon, c'est assez attendu. Mais quand même, ça joue avec son concept. J'aime bien ce film parce que même s'il ressemble énormément au premier, il se passe 1000 trucs. Ben se fait transformer en bête. C'est ultra convenu, ça dure même pas 5 minutes, mais il se passe trop de choses tout le temps. Pour venir un petit peu sur le style de Kenny Ortega, la chorégraphie avec des armures enchantées, c'est vraiment une idée à la Ortega, quoi. Et le film a trop de moments chelous, genre quand on découvre Hades pour la première fois, ma première réaction, je vais essayer de vous le rejouer, ça a l'air un peu compliqué, je suis pas un acteur, mais je vais essayer de vous rejouer la scène. Quand je l'ai vu arriver, j'ai fait les cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux. En fait, tu t'ennuies pas devant ce film, il se passe toujours 10 000 trucs, il est hyper généreux. À la fin du film, ils te promettent qu'à l'avenir, on va avoir enfin des nouvelles des parents de chaque jeune. Et en fait, spoiler, j'ai vu les suites, non. Voilà, je trouve ça ultra bizarre d'avoir de l'or dans les mains, se dire je vais tout préparer de A à Z, c'est-à-dire le marketing, les jouets, machin, et ne pas penser une seconde à une trame globale. Et là, je parle pas de Descendants, je parle encore de Star Wars, je suis traumatisé. Et le film se permet d'aborder des thèmes très forts. Quand un des vôtres essaie de détruire le monde, c'est une erreur de jugement. Mais quand c'est l'un des nôtres, vous l'enfermez et vous jetez la clé. Nicolas Sarkozy va donc quitter aujourd'hui, cet après-midi, la prison de la santé. L'essentialisme, le punitivisme et la rédemption. Bon, alors je vais dire des choses plutôt hasardeuses, parce que ni moi, ni le film en réalité, avons le niveau pour parler de ce sujet-là. On parle de justice, ce sont des sujets qui sont vraiment politiques. Mal qui devait être le mal absolu, désolé pour la redondance, est devenu, à la fin de l'histoire, une gentille. Audrey, qui a été vue comme la bonté incarnée, elle est devenue méchante. Hades, qui est une vraie menace, a été enfermé, à juste titre. Lorsqu'il a eu l'occasion, il a essayé de se racheter. Et le vrai méchant de l'histoire selon moi, c'est la bête. C'est la bête qui a choisi arbitrairement d'enfermer tous les méchants sur une île. Et je suis désolé, cette île, elle est pleine à craquer. Il n'y a pas que des méchants. Il doit y avoir par exemple des sbires et des soldats. Les gens qui ont rejoint Gaston pour tuer la bête, à votre avis, est-ce qu'ils sont sur cette île? Les soldats d'Agraba, est-ce qu'ils ont été enfermés avec Jafar? Il a enfermé les enfants des méchants. Parce que selon lui, par nature, ils étaient destinés à devenir comme leurs parents. Sauf que surprise, quand tu enfermes des méchants sur une île et que c'est eux qui font l'éducation des enfants, sans aucun autre modèle ni perspective d'avenir, ça donne des enfants méchants. Tu t'attendais à quoi? Je pourrais aller plus loin dans l'analyse, mais j'ai peur de trop extrapoler et de faire dire au film des trucs qu'il a pas envie de dire, et aussi parce que le film ne maîtrise pas tant sa métaphore que ça. La preuve, on pourrait récupérer les 3 films pour faire de la propagande impérialiste, colonialiste et raciste. Bon là, les autres, sur leur île de débiles, tous ces marginaux bizarres et ces sauvages qui sont obligés de voler parce qu'on leur a rien laissé, on va les prendre leurs gosses et leur apporter la civilisation. Ils vont devenir gentils comme nous on a décidé qu'ils le seraient. J'avoue que ça serait aller super loin quand même. Mais la chose qui me rassure et qui me dit que j'ai raison dans mon analyse, c'est ce petit passage à la fin du film. On a pris la décision de fermer la barrière magique pour toujours. Mais j'avais tort. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de vivre dans la peur. Parce qu'au final, la peur ne nous protège pas du danger. On ne peut jamais savoir par où le mal va nous attaquer. Et on ne peut pas non plus savoir qui se révélera être un héros. Nous avons tous la capacité d'être bons ou mauvais. Peu importe de quel côté de la barrière magique on se trouve.
Et oui, enfermer des gens, ça ne suffit pas. L'essentialisme, ça mène nulle part. Et même si c'est dur, il faut parfois laisser l'opportunité aux gens de se racheter. Enfin, ça dépend des contextes. Hein. Bref, c'est une métaphore qui est ni maîtrisée par moi, ni maîtrisée par le film, j'ai l'impression. Mais le fait qu'il essaye quand même, qu'il raconte quelque chose sur le punitivisme, sur le fait de ne pas essentialiser les gens, je trouve ça quand même beau, intéressant, il fallait le faire. Et c'est pour ça que je lui donne un A, parce que il se passe trop de trucs, on s'ennuie pas, il y a des designs de fou, les chorégraphies, c'est dingue, enfin, il y a plein de choses amusantes dans ce film, c'est un vrai divertissement. Sur la partie musicale, je dois avouer que j'ai plutôt apprécié ce film-là. C'est peut-être parce que je me suis simplement habitué à ce style musical. En dehors de mes goûts personnels, j'ai l'impression que le film est honnêtement supérieur musicalement aux deux précédents. Notamment, et c'est de la triche, à la première chanson que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté, qui s'appelle Good to be Bad, qui est un plagiat voyant et une inspiration ultra visible de Michael Jackson. Et Nightfall, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la fameuse chanson avec les armures, en fait c'est l'une des meilleures, pour une raison simple, c'est qu'il y a du storytelling dans la chanson. Alors, c'est des comédies musicales, donc forcément qu'il y a du storytelling dans les chansons, sinon elle sert à rien. Mais on va dire que jusqu'à présent, c'était surtout pour présenter des personnages ou nous présenter ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont au fond d'eux, etc., etc. Là, on a une réelle situation qui change. Il y a une vraie évolution au fur et à mesure de la chanson. Au début, on a le groupe de Mal et le groupe de Uma qui se font un peu la gueule. Et au fur et à mesure de la musique, ils vont devoir faire une alliance. Et elles ne deviennent pas copines, mais voilà, il y a une sorte d'alliance de circonstances. Et tout ça en se bagarrant avec des armées enchantées. Voilà, c'est trop cool, quoi. Le 16 juillet 2019, les fans de Descendants vont recevoir une terrible nouvelle. Cameron Boyce, qui faisait des crises d'épilepsie depuis des années, a fait une crise fatale pendant son sommeil. Même si je me suis gentiment moqué de son personnage, je respecte bien évidemment l'acteur. Même si je ne le connaissais pas énormément, je l'ai découvert dans Mirrors. Force est de constater qu'il avait du charisme, qu'il avait du talent et qu'il pouvait aller encore plus loin à l'avenir. Cet événement a énormément marqué les fans de Descendants et aussi les films. On ne sait pas exactement quel plan était prévu à la base, mais quand on voit les projets suivants, on se dit qu'il y a peut-être eu du changement. Qu'il repose en paix. Je lui donne un E. Je ne sais pas par où commencer parce que il y a plusieurs éléments qui m'énervent, mais chacun de ces éléments marche avec les autres. Je ne sais pas si c'est très clair. Ils ont fait un court-métrage d'animation pour le mariage de Mal et Ben. Jusqu'à là, c'est ok. Le film est moche. Le film est mal animé, c'est laid. Là, je vous montre des screenshots, donc vous vous dites que « Ah bah c'est ok, ça me fait penser un petit peu à Il était une fois, tout ça et tout, c'est cool ». Non, parce que en mouvement, ça donne quelque chose de catastrophique. On est sur de 10 images par seconde. Et c'est pas comme dans Spider-Man Into the Spider-Verse où c'est esthétisé, où il y a 1000 effets à l'image, et du coup, le côté saccadé et tout, ça, il y a une esthétique, ça fait un peu penser aux comics et tout, et machin, tatata. Bref, là, c'est vraiment cheap. Il n'y avait pas de thunes, c'était pas un choix conscient, esthétique pour le film. C'est vraiment pas cher et laid. Donc déjà, rien que ça m'énerve parce que de l'animation en 2D chez Disney, j'en réclame, j'en veux encore, ça me manque. Et dès qu'on nous en donne un petit peu, c'est des trucs cheapos comme ça m'énerve. Et tout ça pour animer quoi? Une histoire qui est nulle. Je vous spoil, Hadès revient pour le mariage de Mal. Et en fait, il y a un feu qui se déclenche. Et tout le monde se dit, oh là là, Hadès il est vraiment trop méchant. Ils vont voir Hadès, Hadès il répond, non, alors, oui j'ai mis le feu, mais c'était involontaire. Et le film se termine, voilà, c'était de la merde. Et le pire, c'est que le film fait un hommage à Cameron Boyce. Alors, l'hommage, c'est pas quelque chose de négatif en soi, mais moi, tu me dis, après la mort d'un acteur, ils ont fait un film d'animation. Je me dis, ils ont pris un imitateur pour faire la voix de Carlos, pour animer le personnage de Carlos, pour justifier le fait qu'il se tire, ou pour lui offrir une vraie fin, une vraie conclusion, et après, tu fais ton petit hommage en mode «
au revoir Carlos, etc., etc. Là, les personnages font n'importe quoi, et au bout d'un moment, ils se regroupent, et ils font « Ouais, dommage que Carlos n'est pas là. Ouais, pourquoi... pourquoi il est pas là? Pourquoi il est pas là? Et surtout, il y a sa copine qu'on voit dans le film. Et pourquoi personne ne dit rien? Ça ne va pas? Non, pas trop. J'étais en train de me dire que j'aurais voulu que Carlos soit là. Nous aussi. Je vous aime très fort. Je suis en train de te demander la justification des personnages. Comment il marche ton monde? C'est quoi le lore? C'est quoi l'histoire? Bien sûr que j'ai cherché l'info, mais il y a plein de gens qui n'ont pas fait cet effort, il y a plein de gens qui ne le savaient peut-être pas. Bien sûr, médiatiquement, ça a été quelque chose, plein de gens étaient au courant, bien sûr, mais le personnage n'est pas l'acteur, il y avait peut-être moyen de lui offrir une fin peut-être un peu plus respectueuse, offrir une vraie finalité au personnage, et en profiter pour faire un hommage à l'acteur, etc., etc. Je vous parle même pas de tuer le personnage, parce que là, si vous voulez faire un nouveau film Descendants, bah vous êtes dans la mouise quand vous allez faire. Va falloir expliquer pourquoi il est pas là. En fait, c'est un projet de merde, qui raconte une histoire de merde, qui a été mal réalisée, et qui aurait dû être un hommage à Cameron Boyce, qui au final n'est rien. J'aurais préféré 1000 fois qu'il fasse un court-métrage de 5 minutes que sur le passage avec les gens qui se prennent dans les bras en mode on pense à lui, machin machin, et mettre ça sur YouTube, ça aurait été 1000 fois mieux, je pense. Et ce petit court-métrage à la con tease le 4e film, et on va enfin en parler. Alors c'est ça, ils se marièrent et vécurent heureux. Pour nous deux? Oui. Mais il est possible qu'une autre histoire commence bientôt. Ailleurs. Red, la fille adolescente rebelle et très rouge de la Reine de Cœur, et Chloé, la fille très bleue de Cendrillon et du prince charmant, s'allient pour voyager dans le temps via la montre à gousset du lapin blanc, afin d'empêcher un coup d'état imminent à Oradon, mené par la mère de Red. Ce film-là, je lui donne un C. Attention à toutes et à tous, la suite de la vidéo va vous spoiler le 4e film. Alors vous allez me dire que c'est hypocrite parce que jusqu'à là j'ai pas arrêté de spoiler, mais c'est pas pareil parce que les 3 premiers films ils sont assez connus et si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est peut-être que vous connaissez Descendants. Le 4e film, au moment où je vous parle, c'est le moins connu et le plus récent. Et c'est pour ça que ça m'embête un peu de vous spoiler, donc je vous préviens. Je vais vous donner un avis très rapide maintenant, mais je vais le détailler dans quelques instants. Pour moi Descendants 4 c'est un téléfilm qui essaye d'être un film de cinéma. C'est-à-dire que niveau images, musique et mise en scène, il y a énormément d'efforts qui ont été faits, mais en termes d'histoire, je le trouve beaucoup plus sage que ses grandes sœurs. Ce qui fait que le téléfilm essaye de se bagarrer pour devenir un bon film, mais est toujours confronté à son problème de ton. Ce qui fait que j'ai passé un bon moment devant, même si je trouve qu'il ne décolle jamais. Mais je pense néanmoins qu'il a suffisamment de qualité pour vous intéresser. Donc si vous doutiez jusqu'à maintenant, regardez au moins la bande-annonce. Si le projet vous plaît, allez le voir. Autrement, je vous invite à rester avec moi, je vais détailler un peu plus l'histoire dès maintenant. Déjà, voilà, on a fini la trilogie avec Mal, on passe à des nouveaux personnages, et en vrai c'est un peu cool. On n'a que 2 personnages principaux, contrairement aux autres où il y en avait 4, et en fait c'était beaucoup trop parce que, je l'ai pas trop dit, mais Jay et Carlos sont très souvent éloignés de l'intrigue principale, ou du moins ils sont moins visibles, ils prennent moins de décisions. Ce qui est cool avec le recul, c'est que ça nous fait de cette saga vraiment une série de films d'action un peu plus pour les filles. Alors ça veut tout et rien dire parce qu'un garçon peut parfaitement apprécier ces films, j'en suis la preuve, et dire que c'est un truc de fille parce que ça danse et ça chante, c'est quand même un peu réducteur, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des personnages forts, des rôles modèles féminins, de manière régulière et de manière variée, c'est un peu cool. Ce que je pense de l'ascension de Red, c'est que c'est un téléfilm qui a essayé d'être un film. Je m'explique. Tu as fait une trilogie qui a marqué toute une génération. Tu essayes d'en faire des suites, mais sensiblement dans le même jus. Pour ne pas souffrir de la comparaison, tu es obligé d'aller un peu plus loin, de taper un peu plus fort. Donc voilà, nouveaux personnages, des musiques un peu plus modernes, nouvelle mise en scène, nouvelle image et tout. Et le film essaye vraiment de faire des efforts et c'est appréciable. Notamment le ratio d'image. On est passé à du full screen 16:9 classique à du cinémascope. Alors attention, je suis pas du Randall. Je peux pas reconnaître parfaitement
des ratios d'image rien qu'à l'œil. Mais pour moi, je sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est du cinémascope, c'est-à-dire que t'as une barre noire en haut et en bas. Du coup, ça nous donne un cadre beaucoup plus large, on peut voir beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus grandiose, cinématographique, tout ça. Même l'étalonnage ou la colorimétrie, on est sur des contrastes un peu plus forts, des images un peu plus belles. On nous rajoute un nouveau monde, c'est le pays des merveilles, donc on a une esthétique très... Bon, Tim Burton, un peu cliché qu'on a vu 1000 fois, mais quand même, ça fait plaisir, il y a du boulot, il y a un peu de boulot. Le film essaie de se sortir les doigts, par exemple. Un truc qu'on peut reprocher à Kenny Ortega, c'est qu'il a une vision du cinéma très théâtrale. C'est-à-dire que quand il filme une chorégraphie, il faut bien voir la chorégraphie, donc généralement il va faire des plans fixes, on va voir tous les acteurs en même temps, et puis il va y avoir plusieurs caméras, mais ça va être souvent des plans fixes. Il va peut-être y avoir de temps en temps des petits mouvements, mais on reste sur quelque chose de très droit, de très carré, qui peut être perçu comme étant chiant par plein de personnes. Moi je trouve ça très ok parce que ce qu'il nous présente est vraiment impressionnant, donc j'ai pas envie que la caméra bouge tout le temps, j'ai envie de tout voir bien parfaitement, que ça soit lisible. Mais on a adopté un nouveau style dans ce film que j'aime aussi, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements de caméra pour appuyer des mouvements. Je vais vous montrer quelques exemples parce que c'est peut-être pas très clair. Là vous voyez qu'il y a un réel travail, c'est-à-dire que la caméra aussi fait partie de la chorégraphie. Bon, j'ai pas dit que la caméra était un danseur, mais vous voyez ce que je veux dire. Quoique oui, ça marche aussi, ça marche. Musicalement, le film est beaucoup plus moderne que ses grandes sœurs. C'est de la pop moderne qui pourrait passer à la radio sans souci. C'est un projet qui n'a pas peur de se mélanger avec d'autres genres musicaux. Avec Fight of Our Life, qui est une chanson qui m'est restée en tête pendant un bon petit moment, on se mélange un peu avec la pop punk. Il y a des sonorités qui font un peu plus rap et électro. I'm not your everyday villain. I'm taking souls for living. Gotta touch your smile full of evil designs. I can climb up your balls in a minute. Perfect revenge. I'll find that perfect. Perfect revenge. Le rap c'est tellement gentrifié et mélangé avec 10 000 genres qu'aujourd'hui il est un petit peu dilué partout, donc c'est difficile de dire que c'est rap, mais au moins il y a des sonorités, des choses qui font allusion à. Et d'ailleurs c'est l'un des défauts de cette bande son. Alors attention, hein, j'adore le rap, y a pas de souci. Hein. C'est juste qu'ils ont pas travaillé ce flow rap. C'est-à-dire que souvent on se retrouve face à du parler chanté un peu tiède. Let me ask you something. Why should I trust you? You want to stage a violent coup. For all I know, you're gonna stab me in the back too. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du film, ça devient de plus en plus irritant à écouter. En fait, je trouve ça un peu trop facile pour faire du développement d'histoire et de personnages. Bah juste, le personnage va parler sur une instru. So you knew her? I saw through her. Cinderella and I were classmates. I spent way too much time in this place, so I had to escape. Okay. Peut-être qu'au niveau écriture, c'est assez bien construit. Je sais pas, j'ai pas un super niveau en anglais pour pouvoir analyser. Donc vous, chez vous, en commentaire, si vous êtes un amateur de rap US, n'hésitez pas à me dire s'il y a des bars de fou, des bars de fou dans Descendant 4. Mais comme ça, j'ai envie de dire que c'est un peu facile et timide. Mais pour avoir écouté les albums Descendants un petit peu après, c'est juste la bande originale des films avec quelques tracks bonus. On n'arrête pas le capitalisme, mais de loin, l'album qui m'est le plus resté en tête, c'est celui de Descendant 4. Même moi qui aime pas la pop, je me suis surpris à chantonner quelques refrains, etc. Par exemple, Get Your Hand Dirty m'est resté beaucoup en tête. Perfect Revenge, c'est pas que ça m'est resté gravé en tête, c'est que cette musique a enfoncé un pieu dans mon crâne et est resté depuis. Et Shuffle of Love, on va en parler plus tard, mais qu'est-ce que ça me donne? Le sourire! Juste ça. Je veux pas faire le gamin edgy, mais c'est vraiment pas le genre musical qui m'attire le plus à la base. Hein. Même si j'ai des petits problèmes avec le film, il faut avouer que musicalement, c'est plutôt réussi. Alors tout à l'heure, j'ai insisté un petit peu sur les couleurs, parce que c'est vrai qu'il y a eu une esthétique autour des couleurs fortes qui est un peu abusée. Moi j'aime bien, parce que c'est un côté un peu grotesque et tout, j'aime bien. Mais c'est vrai que Red, qui est habillé en rouge, déjà, on tombe pas de sa chaise. Mais pourquoi Chloé serait bleue? Pourquoi bleu à ce point-là? Oui, alors c'est pour les différencier parce que le rouge est opposé au bleu. Mais en fait, elles deviennent potes assez vite. Et pourquoi bleu à ce point-là? Pareil, la reine rouge, quand elle était jeune, elle était plus gentille, donc elle était en rose. Elle est vraiment très rose. C'est intéressant, c'est rigolo, mais je trouve que le film a un vrai problème de ton. Ce qui fait que ça, dans un film de Kenny Ortega, j'aurais pu l'accepter et même l'apprécier. Et là, on est dans un film qui est beaucoup plus plan-plan, il se passe un peu moins de dinguerie. Le film est un peu décevant en réalité, il y a moins ce truc de... il se passe 1000 trucs à la seconde. Alors c'est toujours intéressant de voir les débuts d'Oradon, mais bon, il y a un personnage, c'est un peu la clone de Uma. Oui, un jeune crochet, voilà, il y a ça aussi. Bon, on
s'ennuie un peu, quoi. Moi, ça m'a manqué un peu les idées à la con. Petit truc que j'ajoute, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, la saga Descendants nous a habitués depuis le début à faire un petit peu n'importe quoi avec la couleur de peau de leurs personnages. Je le dis et je le répète, ce sont des films de fantasy, on s'en fiche de la couleur de peau. Cendrillon peut être joué par une femme noire, je m'en fiche complètement. Voilà, c'est très bien que des acteurs d'horizons différents puissent trouver des rôles, des opportunités à peu près partout, que ça soit un peu plus simple pour tout le monde. Remarque que je peux faire aussi à Percy Jackson avec un casting très contrasté. Et c'est même rigolo de comparer les films Percy Jackson et la série Percy Jackson pour voir à quel point au niveau du casting c'est différent. Je m'en fiche, mais il y a des trucs un peu rigolos qui font sourire, comme par exemple Jafar qui est typé arabe, qui a mis au monde Jay, quelqu'un qui a des traits plus natifs américains ou asiatiques. On a Cruella qui est noire, qui a mis au monde Carlos qui est plus typé latino. Et la famille la plus étonnante vis-à-vis de ces petits changements là, c'est la famille de Cendrillon. Cendrillon est noire. Elle a mis au monde Chloé qui est métisse, donc il y a une sorte de logique qui commence à se mettre en place. Mais son premier enfant, c'est Chad qui est blanc de blanc. Bon, ça va, la génétique des fois ça fait des trucs un peu rigolos, mais on découvre le prince charmant dans ce 4e film. Il est asiatique. Alors il va bien falloir lui dire à un moment que c'est peut-être pas lui le père. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et le film je trouve moins divertissant et moins drôle, et du coup il y a des choses qui faisaient partie des films précédents qui restent balourd. Par exemple, Marianne depuis le premier film, je déteste ça depuis le premier film, elle arrête pas de dire bibidi bobidi. C'est insupportable. Et là, vu qu'on est dans un film qui essaye d'être un peu plus sérieux, ça devient encore plus agaçant, comme par exemple Uma qui dit « What's my name ?» C'est bon. Comment je m'appelle ? En plus, c'est une phrase nulle, parce que tu peux caser cette phrase dans très peu de contexte. C'est un peu daubé, ça rend pas bien. Et le film, du coup, s'en sort avec un truc un peu lourdeau, et le truc qui m'a un peu embêté, c'est vraiment la fin qui est décevante. Si vous avez envie de le découvrir, découvrez-le. Il y a un truc qui m'a vraiment déçu à la fin, c'est-à-dire que souvent dans ce genre d'histoire, de voyage dans le temps, les héros vont dans le passé, changent quelque chose, ce qui fait que le présent va être alternatif. Et souvent, il y a une sorte de 4e acte où on pense que tout est réglé, et puis on arrive dans ce présent alternatif et on voit que les choses ont changé et oh non, c'est pas exactement ce qu'on voulait, vite, il faut retourner en arrière et tout. Ça peut être via plein d'éléments, par exemple, l'élément qui a fait qu'ils sont partis dans le passé était pas cet élément-là qui a fait que le présent est devenu le présent. Je sais pas si c'est hyper clair. Ou alors qu'un personnage devienne encore plus méchant. Ce qui fait qu'il y a un 4e acte où il faut vite arranger les trucs et machin, tatati tata. Ou sinon, la mission qui a marché parfaitement, mais il y a toujours un coup d'état, mais c'est pas la même personne qui fait le coup d'état. Tout ça est passé à la trappe. En fait, la fin est très normale. C'est-à-dire, les héroïnes ont gagné. Il n'y aura aucune conséquence négative. Elles ont juste réussi, c'est juste les boss. J'ai trouvé ça un peu bizarre et ça m'a déçu et je suis resté un peu sur ma faim, à vrai dire, avec ce film. Mais il est loin, loin d'être horrible. Ça va, c'est un C, mais c'est pas un C déshonorant. Audrey se rappelle des événements de l'année qui vient de se dérouler, pendant qu'elle se fait un spa. Ce court-métrage, je lui donne un D. Parce que, en fait, c'est juste une compilation des 3 premiers films avec des passages d'Audrey qui prend soin d'elle, où elle dit juste « Ah ah, et puis Mal, elle m'a piqué mon copain, et puis je suis pas contente, et nanani nanana ». C'était épouvantablement nul, et c'est une espèce de pub déguisée vraiment dégueulasse. Ce qui aurait été cool, c'est que Audrey interprète Mal tous les événements des 3 premiers films, en faisant des caisses genre Mal, elle est vraiment très méchante, elle mange des bébés, machin, et puis moi j'étais gentil, très gentil, j'ai jamais rien fait de mal, et nanani nanana. Ça aurait pu être un peu rigolo sous forme de sketch, mais là c'est vraiment juste des extraits des films précédents avec Audrey qui parle par-dessus. Une arnaque. Maintenant, je vais vous faire un petit tour d'horizon des autres séries / courts-métrages qui sont sortis autour de l'univers de Descendants, mais que j'ai pas jugé bon de donner des notes parce que pour la plupart, c'est juste des grosses pubs déguisées et il y en a certains qui ne sont pas disponibles soit sur Disney+, soit en français. Même si j'ai un niveau pas horrible en anglais, il y a toujours ce doute de passer à côté d'un truc ou de pas bien apprécier, etc., etc. Surtout qu'il n'y a pas de sous-titrage pour m'aider. Donc je vais en parler vite fait par esprit de complétion, mais voilà, je ne donnerai pas de notes. School of Secrets. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais en fait c'est une web série qui a été diffusée sur Disney Channel, le site internet, pas la télé, le site internet.
Et c'était pour teaser l'arrivée du film et dire oh là là, les gentils, les méchants à l'école. Et qui suis-je? Celle qui va vous montrer comment ils sont vraiment quand ils pensent qu'on ne les regarde pas. Tiens-toi bien, Oradon, on te regarde. Jenny in the Bottle, c'est un clip de Dove Cameron, que vous connaissez maintenant probablement parce qu'elle est devenue hyper connue après Descendants, qui fait une reprise de la chanson de Christina Aguilera. Ce qui est rigolo avec ce clip, c'est que vu qu'il y a Jenny dans le titre, ils ont mis tous les trucs d'Aladin, ils ont tout bourré, et ils ont mis Jordan, le personnage 100% original de Descendants de Wicked World. Enfin, ils ont mis le personnage, on voit sa silhouette, on l'entend parler, enfin voilà quoi. À quand la chanson sur le fils d'Isma? Wicked Woods, A Descendant Halloween Story. C'est une toute petite aventure en stop motion. C'est pas hyper joli, ça m'a fait penser un petit peu à Robot Chicken, sauf que Robot Chicken, ils sont pas diffusés sur Disney Channel, donc c'est pas les mêmes budgets, et c'est une petite aventure rigolote, c'est sympa, c'est gentil d'y avoir pensé en tout cas. C'est encore une pub pour des jouets quoi. Wickedly Sweet, A Descendant Short Story. C'est un court-métrage en stop motion, mais dans un style un tout petit peu plus saccadé que le précédent. Décidément, Disney a toujours des trucs à vendre. Qui doit teaser le 4e film, et dans lequel le nouveau casting va interpréter des petits passages de petits extraits de chansons du casting précédent. On a notamment quelques secondes de Rotten to the Core. Encore une fois, c'est mignon, merci d'y avoir pensé. Shuffle of Love, A Descendant Short Story. Cette fois-ci, c'est encore une fois un clip, cette fois-ci rallongé jusqu'à 7 minutes. Mais attends, tu te prends pour Michael Jackson ou quoi? Et l'histoire du clip est plutôt simple. Britney, la jeune reine de cœur, rêve de partager son message d'amour. Sa fille du futur et sa copine s'entraînent à danser. Et globalement, elle fait un turbo buzz. Le buzz avec un double Z. Bon, par rapport au canon de l'histoire, rassurez-vous, c'est un rêve. Voilà, rien de tout ça n'est réellement passé. Costaud le rêve, parce que la meuf, elle a inventé TikTok 15 ans avant que ça arrive. Bon, c'est un clip super sympa, super mignon, mais ça se voit que c'est un peu Disney qui essaye de pousser un peu une trend, qui essaye de lancer une mode sur TikTok en voyant des jeunes faire des TikTok. Est-ce que ça marche? Globalement non. Mais bon, bien tenté Disney, bien tenté. Tu nous avais pas déjà assez niqué le cerveau comme ça, il faut en plus que tu sois sur tous les terrains. Sur TikTok, sur Instagram et tout ça, il faut vraiment que tu sois partout. Bon alors sortons de ces petites blagues, le clip tease le 5e film. Et ça, on en parlera peut-être plus tard. Et voilà, on a fait le tour, on a terminé, voilà je vous affiche le tableau final. On est bien. Descendant en vrai. C'était cool, c'était une petite bulle suspendue dans le temps. Et moi qui m'attendais à oublier cet univers assez vite, quelques temps après mon visionnage, ça fait plusieurs mois et j'y pense encore. Je me mets une musique de temps en temps, je me rappelle d'un élément un peu rigolo, un peu bizarre, ou tout bonnement, j'ai pas eu le choix, j'ai dû monter cette vidéo, donc j'étais obligé de rester dedans. Je suis extrêmement curieux de voir ce que va donner ce 5e film. Est-ce qu'on va continuer les aventures avec Red et Chloé, ou est-ce qu'on va griller la carte, et c'est sûr qu'un jour on va griller la carte, de la grande réunion? Je sais pas, mais quand on voit l'application des fans et surtout des gens rattachés au projet pour cet univers, ça donne le sourire. Et j'aimerais revenir sur un truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai dû faire maturer un petit peu dans mon esprit. J'ai critiqué un petit peu les courts-métrages Descendants, disant que souvent c'était des pubs un peu déguisées, un peu nulles, et que c'était pas super, voilà. Et j'aimerais revenir dessus. En fait c'est fou de voir à quel point Disney Channel a tenu à garder de l'actualité pour Descendants. C'est bête, mais enregistrer un clip, etc., ça demande du temps, du travail, pour que ça soit finalement gratuit sur YouTube, sur un site internet, sur Disney Channel. Et dans un monde comme le nôtre qui devient de plus en plus froid, où on se contente juste de balancer des teasers, des images promotionnelles et puis contacter un créateur de contenu pour faire un peu la promo, et avoir Descendants qui dans son coin sort des petits courts-métrages bizarres, des courts-métrages qui sont imparfaits, certes, mais qui ont quand même une petite âme. Des courts-métrages qui ont un peu d'âme et qui essayent de faire plaisir à la communauté, je trouve ça un peu cool dans le fond. Il y a de l'idée, Disney peut se le permettre, ils ont de la thune, et c'est ça qui me dérange avec Descendants, parce que d'un côté, on a quelque chose qui a un peu d'âme, qui essaie de raconter quelque chose et de nous faire plaisir, et de l'autre, on a le capitalisme le plus crasse. Descendants fait ce jeu d'équilibriste entre respecter ce cahier des charges rempli de clichés et de choses un peu nulles pour nous vendre un produit, et ces artistes qui essaient vraiment de nous sortir un beau spectacle et de nous faire rêver. Petite conclusion alors sur Kenny Ortega qui nous a suivis pendant un peu plus de 3 films. Pour avoir vu d'autres de ses œuvres, je trouve que là, il est un peu en pilote automatique.
On ressent vraiment son style à certains moments. Dans ces films, on sent vraiment la patte de Kenny Ortega, même si on sait qu'il est un petit peu en pilote automatique. Le cahier des charges est vraiment très costaud, il n'a pas la même latitude que dans High School Musical par exemple. Pour le monsieur qui a réalisé Hocus Pocus, je trouve que ça manque un peu de cet esprit over the top et cet amour des méchants très méchants. Mais par contre, quand les chorégraphies se lancent, je suis désolé, c'est lui, c'est 1000% lui. Et même si la saga avec le 4e et peut-être le 5e film essaye d'aller vers une tangente un petit peu différente, on sent toujours sa patte. Et en même temps, il est trop fort, c'est les meilleurs qui l'appellent. C'est Disney et Michael Jackson. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu de découvrir ces films-là. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces films. Faites vous aussi votre tier list en commentaire. Dites-moi quel est votre film préféré. Je ferai peut-être une update plus tard pour le 5e film. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner. J'ai aussi parlé plusieurs fois de Disney sur ma chaîne. Il y a plein de contenu. Il y a juste à fouiller un petit peu, voilà. Tout est à portée de main. Il y a plus qu'à. Je sais pas pourquoi vous êtes encore là. Il y a plus qu'à. Allez-y, cliquez. C'est tout. Likez, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine, merci, au revoir tout le monde.